Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ces causeries de l'environnement et du développement durable. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette quatrième épisode consacré à la biodiversité et à la protection de la nature. Nous retrouverons à cette occasion le docteur Rodolphe de Villers, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour Rodolphe de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous proposer encore une très belle émission dont la thématique traitera des aires marines protégées. Alors, évidemment, nous avons, et j'encourage les personnes qui suivent à cette émission à regarder les 3 premiers numéros, puisque là, nous allons rentrer dans le détail des aires marines protégées et commencer par la première question. Qu'est-ce qu'une aire marine protégée? Alors, une aire marine protégée, c'est un outil qu'on utilise pour protéger la nature, protéger la biodiversité dans les océans. Donc, on peut penser à l'équivalent d'un parc national, par exemple, mais dans le milieu marin. Alors, on a différents noms pour ça, hein. On peut appeler ça des réserves marines, des parcs marins, etc. Mais c'est un peu le terme englobant de tout ça. Et la définition générale, c'est une zone géographique donc, qui est définie, alors qu'il y a des limites, dans laquelle on va appliquer certaines formes de protection. Alors, par exemple, interdire la pêche, interdire certaines activités, de mettre des bateaux en ancrage, d'exploiter les fonds marins, etc., pour protéger la biodiversité sur le long terme. Donc ces aires marines protégées, on l'a vu dans les épisodes précédents, hein, donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont soit favoriser le développement de la biodiversité, soit au contraire dégrader ces éléments. Donc vous avez, je pense, des éléments à nous proposer en termes d'aires marines. Qu'est-ce qu'on trouve comme aires marines? On trouve des aires marines positionnées plutôt au bord des côtes, plutôt dans l'océan. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on décide de créer une aire marine? Voilà, donc le premier message, c'est qu'en fait, il y a une grande diversité d'aires marines protégées. Il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a des très très protégées, d'autres pas du tout, etc. Et donc, c'est un petit peu la discussion aujourd'hui dans la causerie où je voudrais vous amener un petit peu sur la diversité, vous montrer un ensemble d'aires marines protégées. Alors, je vous ai pris un exemple ici, une aire marine protégée qui se situe, alors là, on est au milieu de l'océan Pacifique. C'est un territoire qui appartient aux États-Unis et ça s'appelle les îles Phoenix, les Phoenix Islands en anglais. Et ce qu'on montre, donc le trait qui est vert, là, vert ou bleu autour, donc ce trait-là, ça c'est la limite de l'aire marine protégée, hein. Donc quand on est à l'intérieur du carré, on est dedans, quand on est dehors, on est dehors. Et ce qu'on voit ici, c'est le changement avant et après l'établissement d'une aire marine protégée. Donc quand on est à gauche, les petits points brillants qu'on voit un peu partout, c'est des bateaux de pêche, c'est des activités de pêche. Donc on voit en fait qu'avant l'établissement de l'aire marine protégée, il y a énormément de pêche à l'intérieur du territoire. Alors que quand on est après, on est 1 an plus tard, mais il n'y a plus rien. Voilà. Donc une aire marine protégée, c'est ça, c'est un espace géographique où on va décider par texte de loi d'imposer des restrictions. Et ici, c'est dire, on n'a plus le droit de pêcher dans ce périmètre-là. Et si les gens pêchent, il y aura des amendes, il y a de la surveillance qui est faite, etc. Une aire marine comme celle-ci, celle que vous venez de présenter, si on peut revoir l'image, c'est quand même assez impressionnant, mais on est sur des surfaces de quel ordre à peu près sur ce type Alors d'aire? là, il me semble qu'on est aux alentours de 500 000 km², donc ça représente à peu près 160 fois l'île de la Réunion. C'est quasiment la taille de la métropole, hein, de la France métropolitaine. Donc c'est un territoire qui est immense. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans la causerie d'autres exemples de très grandes aires marines protégées. Donc ça, là, on est vraiment dans des aires marines protégées très grandes, avec des formes de protection qui sont très strictes aussi. D'accord. Alors, vous disiez que nous observions les points brillants sont des bateaux, mais c'est considérable en fait. Ce sont des milliers de bateaux. Alors, c'est photographié de façon successive. Comment ça se passe? Non, alors, ouais, ce que vous voyez, c'est pas un bateau individuel à un moment donné, hein. Ce qu'on voit, c'est une vision de janvier à octobre Ah, d'accord. d'activité de pêche. Donc, vous pouvez avoir un bateau qui va être représenté à plusieurs endroits, en fait, parce qu'il a bougé, il a pêché en bas, il a pêché en haut de l'aire marine protégée, à l'est, à l'ouest, etc. Voilà. Donc, c'est plus l'effort de pêche, un petit peu, où Ouais. ça va se distribuer. D'accord. Donc, je pense que c'est beaucoup plus clair. Et donc, on voit qu'effectivement, du coup, avec cette protection, nous avons normalement là une ère dans laquelle la biodiversité peut exprimer toute son intelligence. Alors, est-ce qu'il existe différents types d'aires marines protégées? Alors oui, il y a énormément de types. Alors, il y a plusieurs manières de classifier les types, là, de leur donner des noms un petit peu. Donc je vais vous présenter, par exemple, sur la diapositive suivante. Ça, c'est un petit peu la classification qui fait autorité dans le domaine.
C'est établi par une organisation qui s'appelle l'UICN. Donc l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un organisme international qui est basé en Suisse, mais qui a des représentants de tous les pays et qui s'occupe justement d'avancer l'agenda de la protection de la nature. Et eux, ils sont arrivés avec une classification en 6 types. Alors c'est les types que vous avez à gauche là. En fait, il y en a 7 parce que vous avez un A, un B, etc. Ah oui. qui vont d'un niveau, donc quand vous êtes en haut, quand vous êtes niveau 1A par exemple, c'est très très strict. Et puis ensuite, on descend jusqu'au 6, où là, ça va être beaucoup moins strict. On va autoriser certains types d'usages. D'accord. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques exemples propres à La Réunion, puisque nous sommes à La Réunion, donc nous avons des aires marines et puis un parc national aussi. Alors, comment est-ce que nos aires marines se positionnent et notre parc national, par exemple? Alors, c'est ça. Donc, les niveaux 1 et 2, en général, ça veut dire une protection assez forte. Alors, si vous pensez à des parcs nationaux, c'est des parcs nationaux où on vous dira de ramasser pas de fleurs, bougez pas tel caillou, etc. C'est très strict. Alors ici, par exemple, le parc national de La Réunion est composé d'une zone cœur et d'une zone élargie. Donc la zone cœur, c'est de niveau 2. On est en niveau 2, alors que la zone qui est plus élargie est niveau 5. Donc on a un parc en fait qui est fait avec 2 zones, avec des restrictions un peu différentes, où dans le 5, par exemple, on peut avoir des activités économiques ou un petit peu d'agriculture, etc. Le niveau 2, par contre, c'est très très strict. Au niveau marin, on a la réserve marine, elle, c'est un niveau 4. Donc c'est un niveau un petit peu intermédiaire, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire certaines activités, alors de la pêche récréative, etc. Donc ça ne sera pas extrêmement strict, qui voudrait dire ne pêcher aucun poisson, etc. Mais ce n'est pas non plus complètement autorisé d'avoir certaines activités. Parce que dans le niveau 6, des fois, on peut avoir de la pêche commerciale, par exemple, qui va prendre place, etc. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, niveau 4. Et donc le niveau 2, par exemple, qui serait le niveau du parc national Réunion dans son centre, puisqu'il y a deux niveaux, si j'ai bien compris. Donc là, pour le coup, on serait sur... quel est le but, en fait, en réalité? Là, on voit le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives. C'est-à-dire qu'on crée aussi ces parcs pour que bien les populations, les humains puissent découvrir cette biodiversité de façon... plus favorable, si je puis dire, que dans un environnement urbain, par exemple. Oui, les parcs en milieu terrestre, c'est ça, ont été dans les premiers parcs nationaux. On compte Yellowstone, par exemple, aux États-Unis, etc. Sont des parcs qui ont été faits à la fois pour protéger des choses un peu uniques. Alors, c'était pas forcément de la biodiversité, ça pouvait être des paysages qui étaient impressionnants, hein, quand on pense les déserts aux États-Unis, etc. Ça peut être les geysers qu'on retrouve à Yellowstone, etc. Et ça peut être la biodiversité. Donc il y a une chose qui est protégée un petit peu, soit la biodiversité, soit des paysages qui sont importants. Et puis après, l'autre aspect, c'est de faire des endroits qui sont aussi intéressants pour le public, pour y aller, un engin économique un petit peu régional. Et aussi une manière un petit peu d'exposer les populations à la nature. Donc il y a tout un aspect un peu éducationnel là-dedans, où on va offrir un petit peu des services. On aura des centres de visiteurs, on pourra aller voir un petit peu la biodiversité, les espèces qui sont là, etc. Donc ça, les parcs rencontrent ces 2 rôles-là. Et en milieu marin, c'est un petit peu pareil. On a des parcs qui sont vraiment biodiversité, qui sont très stricts, où on protège la biodiversité. On a des parcs marins où on encourage, je sais pas, la plongée, le snorkeling, le paddle, marin, etc. Voilà. Mais bien encadré, voilà, avec des règles, etc. Et avec une surveillance un petit peu des impacts sur la biodiversité et ensuite potentiellement des changements de règles dépendant des impacts qui sont faits par les activités qui sont autorisées. D'accord. Alors, au niveau donc national, j'imagine que vous avez là aujourd'hui une cartographie un peu générale de comment est-ce que ça se passe par exemple autour de la France en termes de protection des littorales, de protection des aires. Comment est-ce que ça a été conçu, quelles sont les relations, il y a plusieurs questions là-dedans, mais entre les scientifiques et les politiques, les populations, bref, comment est-ce qu'on trouve un équilibre dans tout ça? Large question. Large question, enfin c'est 3 questions en fait en réalité. Donc là, pour le panorama général, donc, je vais vous montrer une carte de la France avec les aires marines protégées pour vous donner une idée. Donc il y a quasiment, il me semble qu'il y a quasiment 50% des eaux territoriales françaises qui sont protégées par des aires marines protégées. Alors, après, ça peut être des aires marines protégées très strictes, hein, comme les niveaux IUCN que je vous montrais, 1 ou 2. Ce sera surtout 2, ou ça peut être du 3, 4, 5, 6, etc. Donc moins protégé. Donc ici, ce que je vous montre sur la carte, donc vous avez la carte de la France métropolitaine, hein, parce que les territoires outre-mer ont énormément d'aires marines protégées. Et ce que vous voyez, en vert, par exemple, donc vous avez la légende qui est sur la gauche, hein, en vert, ce sont des zones qui sont moyennement protégées.
Donc, si on regarde sur la façade atlantique, par exemple, on a quasiment toute la façade qui est protégée au niveau littoral. Méditerranée également, très très protégée, etc. Après, ce que je voulais vous porter votre attention un petit peu sur le niveau de protection, justement. Donc, ce qu'on voit sur la gauche, là, c'est qu'on avait du vert, mais il y a aussi une catégorie où il y a une protection qui est beaucoup plus forte. Et ça, c'est en bleu. Et si je passe sur la diapositive suivante, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça, c'est quand on ne visualise que les zones en France qui sont fortement protégées. Donc là, on est très très loin de 50% des eaux territoriales. Donc on voit un petit peu quelques aires qui sont proches dans le coin des Calanques vers Marseille. Il y a des très très petites aires ici comme vers Banyuls. Il y en a d'autres qu'on ne voit même pas tellement elles sont petites, qui sont le long de la Méditerranée, etc. Il faudrait vraiment grossir. Il faudrait vraiment, voilà. Donc c'est ça. Donc on a beaucoup d'aires marines protégées sur le territoire français, mais vers la métropole, on a plus des aires marines protégées qui sont grandes en espace, mais faibles en niveau de protection. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont permises. Et ça, justement, un petit peu pour revenir à votre question sur les usages, là, c'est justement pour que ça permette une sorte de cohabitation un petit peu avec les habitants des zones côtières, les pêcheurs, par exemple, pouvoir faire de la pêche à pied, pouvoir aller faire du bateau, etc. Cette cohabitation intelligente, bien évidemment, bon, elle est souhaitable et je crois qu'elle est même peut-être indispensable en réalité, puisque c'est quand même l'environnement dans lequel les populations évoluent. Par contre, pour vous, scientifiques, ces aires très protégées, quel intérêt ont-elles? Alors, moi, je me place du point de vue qu'une aire protégée, terrestre ou marine, le but principal, c'est de protéger la biodiversité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Des membres du gouvernement, par exemple, les agences qui gèrent nos aires marines protégées, pourraient aussi dire qu'il y a beaucoup d'autres rôles pour les aires marines protégées, d'être un outil de développement économique, d'être un outil de protection de la ressource aussi, comme la pêche, par exemple. Beaucoup de gens voient les aires marines protégées comme une manière de protéger des poissons pour avoir plus de stocks de poissons à exploiter. Voilà. Donc, les niveaux de protection, pour moi, sont importants parce qu'on a vu en science que des aires marines protégées de faible protection vont impacter la biodiversité de manière relativement négligeable. Donc, si on veut vraiment protéger la biodiversité, ce qu'on a vu, c'est qu'on a besoin d'aires marines protégées qui sont très fortement protégées. Et ça, c'était celles qui sont en bleu tout à l'heure sur ma carte. Donc, en gros, ce qui est en bleu, scientifiquement, fonctionne normalement. Ce qui est en vert peut faire du bien, mais n'est pas forcément toujours efficace. D'accord. C'est finalement, encore une fois, ça revient sur peut-être les premières discussions que nous avions eues sur le côté utilitariste ou pas des aires marines. Est-ce que l'aire marine protégée a comme objectif simplement de se préoccuper de la biodiversité, uniquement de la biodiversité, sans se préoccuper de l'environnement de ces secteurs, ou est-ce que, eh bien, il faut qu'elle s'intègre dans l'environnement de façon la plus harmonieuse possible? C'est un petit peu ça, finalement, les deux courants de pensée. C'est un gros débat. Certains qu'on ne peut pas exclure l'homme de l'ensemble des océans. Ça serait bien pour la biodiversité, mais pas pour l'homme, mais pas pour les autres utilisations. Mais d'un autre côté, on sait que ce qu'on fait pour l'instant, qui est principalement de faire des aires marines protégées de bas niveau de protection, en fait, fait très très peu de bien à la biodiversité. Donc là, il faut trouver un certain équilibre entre les deux. D'accord. Alors là, vous nous avez présenté, bon, effectivement, les petits points bleus, on les voit pas beaucoup sur cette carte de France, parce qu'il faudrait zoomer. Les personnes intéressées peuvent évidemment, je pense, accéder à ces bases de données. C'est des sites web publics, donc accessibles. Vous avez la référence sur la diapo, donc vous pouvez aller consulter, parce que là, vous aurez accès peut-être un peu plus dans le détail à toutes ces aires marines très protégées. Qu'est-ce qu'on observe dans ces aires marines très protégées particulièrement? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse là-dessus? Qu'est-ce qu'on observe spécifiquement? Qu'est-ce qui les différencie dans l'observation pour un scientifique par rapport à une aire marine moyennement protégée? En termes d'écosystème? D'écosystème, oui. Ça dépend. Alors après, c'est pas si simple de dire qu'il y a certains écosystèmes dans des aires marines très protégées et d'autres moins protégées. Souvent, ça va être des écosystèmes qui sont assez uniques. Ça peut être, je sais pas, des récifs de coraux, ça peut être des populations de poissons qui sont en danger, qu'on retrouve qu'à ces endroits-là, etc. Donc souvent, c'est ce qui va motiver un peu la protection plus forte, c'est qu'on va se dire, on met une valeur plus importante à la biodiversité à cet endroit-là que le reste. Alors que le reste, souvent les grandes aires vertes que je vous montrais, c'est quasiment plus des aires de gestion responsable de l'environnement. On peut penser ça comme l'équivalent, ça serait les parcs régionaux en France, où en fait il y a des activités économiques, il y a de l'agriculture, il y a de l'exploitation forestière, etc. Mais il y a aussi une sensibilisation des différents acteurs économiques sur les bonnes pratiques en termes de gestion de l'environnement, etc. Donc
c'est plus une bonne gestion de l'environnement, alors que les aires qui sont en bleu, c'est vraiment des endroits où on dit là, il faut vraiment protéger, il faut exclure la majorité des impacts de l'homme, parce que ce qui est à l'intérieur a une valeur et on ne veut pas que ça se dégrade. Cette préoccupation écologique, elle est aujourd'hui présente dans la plupart des programmes politiques. Donc j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus facile qu'il y a quelques décennies. Oui, ça l'est beaucoup plus. Et donc il y a une préoccupation de la part un petit peu des citoyens. Donc il y a une plus grande sensibilité, je pense qu'il y a 20-30 ans, des gens un petit peu à l'environnement. Mais il y a aussi une grosse pression internationale. Donc c'est que la sensibilité française se rajoute à la sensibilité allemande, aux Suisses et aux Anglais, etc., aux Américains. Et puis finalement, ils vont se retrouver, et ça c'est le débat de notre prochaine causerie, là, ils vont se retrouver au niveau international pour se mettre ensemble, pour essayer de s'engager sur des actions. Des actions communes, des actions communes, c'est ça. Plus élargi, quoi. Avec des méthodes. Alors, si on continue là, on a vu le secteur France, intéressant de faire un petit focus sur la France métropolitaine. Si maintenant on ouvre un petit peu l'observation, vous aviez l'intention de nous présenter aussi eh bien des aires marines protégées à l'international. Qu'est-ce qu'on observe particulièrement qu'est-ce qui pourrait être spécifique de cette observation à l'international? Ouais, alors le contexte, là, si je vous montre une nouvelle carte, donc c'est une carte qui vient du même site web. Hein. Il y a deux sites web en fait en ligne, deux bases de données un peu générales sur les aires marines protégées dans le monde. Donc ça, c'en est une qui s'appelle le Marine Protection Atlas, le MPA Atlas. Et ici, vous voyez que vous avez 16 000, plus quasiment 17 000 aires marines protégées dans le monde. Donc ces aires marines protégées, c'est tout. Hein. C'est des très petites qui peuvent faire quasiment 100 mètres par 100 mètres à des choses qui font un millier de kilomètres par un millier de kilomètres. Donc là, on voit un petit peu un panorama un peu différent de ce qu'on voyait en France. Donc il y a déjà plus de bleu sur cette carte-là. Donc vous voyez des grandes zones. Alors le fait qu'elle soit circulaire, c'est que souvent c'est une petite île qui est dans le centre. Et que du fait qu'il y ait une petite île, ça donne 200 000 nautiques, c'est une distance là, autour de l'île qui appartiennent à un pays. Donc les États-Unis, dans ce cas-là, donc ça c'est celle que je vous montrais tout à l'heure par exemple, là, elle est carrée, mais les États-Unis vont décider de protéger toutes les eaux territoriales autour d'une île, d'un îlot dont ils sont propriétaires, et imposer dans ce cas-là un niveau de protection élevé, donc qui est en bleu. Donc on voit dans l'océan Pacifique, on a énormément de ces zones bleues très grosses. On en a un petit peu aussi en Atlantique et dans l'Indien. Après, ce que vous voyez l'Australie, par exemple. Alors, c'est un cas dont on parlera un petit peu dans une autre causerie. Mais l'Australie, vous voyez qu'il y a énormément d'aires marines protégées aussi et que c'est à la fois du vert et du bleu. Donc, il y a des niveaux un petit peu différents. Mais généralement, il y a beaucoup de protection et quand même pas mal de bleu. Donc, c'est un des bons exemples dans le monde, l'Australie, sur la protection en termes d'aires marines protégées. Comparé, vous voyez, à la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui a très peu de choses. En fait, c'est des petits parcs qui sont le long de la côte et qu'on voit à peine. Il faudrait pouvoir zoomer. Voilà. Donc vous voyez un petit peu un panorama général des grandes aires marines protégées, souvent là où il n'y a personne. Hein. Alors ça c'est un autre volet du débat, c'est qu'il est très facile, c'est beaucoup plus facile de faire des aires marines protégées autour d'un petit îlot où il y a 3 personnes qui habitent ou personne, que de les faire sur la côte californienne des États-Unis, qui est extrêmement utilisée par tout le monde. Voilà. Donc on voit un peu ce panorama général avec un petit peu tout, des aires marines protégées, très protégées, des aires marines moins protégées, des petites près de la côte, des très grandes loin de la côte, etc. Et ces très grandes aires, là, on voit à l'échelle de la carte que les aires sont effectivement très très impressionnantes, hein, puisque vous disiez tout à l'heure, la première carte que vous aviez montée, ça correspondait à peu près à la surface de la France, quoi, grosso modo. Donc on est là sur une très très large surface. Comment est-ce qu'on fait respecter finalement le fait que ces aires soient protégées par rapport à la pêche illégale, je pense, à des choses comme cela? Est-ce que c'est vraiment contrôlé par satellite? Enfin, je ne sais pas quelles sont les méthodes. Oui, alors ça, c'est des grands débats. Alors voilà, quand on est en Australie ou sur la côte, par exemple, si on est sur la côte du Japon, les gardes-côtes vont pouvoir patrouiller, etc., et puis vérifier s'il y a de la pêche illégale, ça c'est facile. Quand on est plus loin, alors il y a des technologies qui se développent, par exemple de la surveillance par satellite. Donc les bateaux de pêche, maintenant, de plus en plus sont équipés par des capteurs. De par la loi, ils doivent équiper leurs bateaux de capteurs qui sont reliés au GPS et émettre leur position en temps réel à des organismes.
Donc ça permet de suivre, et c'est un petit peu la Une sorte première de image. mouchard, en fait, un peu comme sur les camions Oui, c'est en ça. France. C'est parce que la pêche est réglementée, ils n'ont pas le droit de pêcher partout, donc Mhm. voilà, ils s'arrangent pour vérifier qu'ils ne sont pas n'importe où. Il y a aussi des patrouilles qui peuvent patrouiller dans ces eaux-là, mais ça c'est plus occasionnel. Mais de plus en plus, les technologies satellitaires nous permettent un petit peu de faire le suivi des bateaux comme ça, et c'est un petit peu l'image, la première image que je vous avais montrée tout à l'heure avec l'aire marine protégée des Phénix, là, le grand carré, où Mhm. on voyait les petits points brillants à l'intérieur. Ça, c'est des positions de bateaux de pêche qui ont été détectées par les émissions justement de ces signaux-là, par les satellites. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Donc Et ça, on l'a au niveau mondial. Ah oui, Ouais, on arrive à suivre la flotte. Après, il y a des bateaux qui arrivent à éteindre un petit peu le système et puis à faire de la pêche illégale, mais bon, on rentre un peu dans Bon, l'exception. après, rentre, oui, Ouais. voilà, on va dire c'est exceptionnel. D'accord. Et donc, prenons l'Australie, qui est un cas, je trouve, vraiment très, très intéressant, puisqu'ils ont une politique très active, ce qui d'ailleurs est surprenant pour la Nouvelle-Zélande, qui est considérée comme un pays, enfin, vu de l'extérieur, très attentif, enfin, en tous les cas, à la nature et à l'écologie, qui ne protègent pas leur cause. Il y a peut-être des enjeux, des lobbies qui s'opposent peut-être à ce type de protection. Oui, alors moi, j'ai eu la chance de passer un an en tant que chercheur en Australie. Donc, j'ai travaillé dans un centre de recherche qui travaillait sur la Grande Barrière de Corail. Et c'était justement au moment où ils recréaient un petit peu le parc marin de la Grande Barrière de Corail. Donc, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une étude que j'ai faite, que je présenterai dans une causerie plus tard, À venir. à venir. Donc voilà, l'Australie, c'est quand même un beau modèle. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, la Grande Barrière de Corail. C'est c'est un des plus vieux parcs marins au monde. Il me semble que c'est dans les années 70 qu'il a été créé. Vous avez les limites, c'est immense, hein. Alors, vous voyez la ligne rouge, là, c'est les limites du parc. Si vous avez l'échelle qui est en dessous, ici, vous voyez 300 km la barre, donc ça fait peut-être 1500, 2000 km de long, hein. Oui, C'est un très très grand parc. Il y a des très grosses villes sur le bord. Enfin voilà, Townsville, c'est là où j'étais, là, Cairns, etc. Et ça, je voulais vous le montrer aussi parce que c'est un exemple d'un parc marin qui est composé de plusieurs parcs marins. Parce que pour l'instant, je vous disais, un parc, c'est comme une zone géographique avec un niveau de protection. Mais souvent, c'est pas si simple. C'est qu'on peut avoir différents niveaux de protection. Et c'est le cas pour la réserve marine de la Réunion. Alors, la réserve marine, quand vous allez sur la plage, je vous l'avais dit, vous avez des panneaux Mhm. et vous allez voir qu'il y a différentes zones. Donc, il y a des endroits dans la réserve marine où on a le droit de faire des activités et pas d'autres. Mais ces règlements vont changer dépendant d'où on est. Et ici, en Australie, sur la carte, c'est très compliqué. Donc je vous montre, il y a des zones qui sont en vert par exemple, il y a des zones qui sont en bleu, on voit qu'il y a certaines zones en orange, puis vous avez la légende à gauche, là, donc vous allez voir un petit peu qu'il y a différents types de zones, et puis il y a même des zones, enfin la dernière par exemple, violet, qui sont tellement petits, on ne les voit pas, là je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais ça correspond à différents types de protection. Alors pour que je vous montre un petit peu des exemples, les mêmes couleurs qui étaient sur la carte sont utilisées dans ce tableau-là. Donc on avait des zones D'accord. bleues, on avait des zones vertes, sont ce vert-là, etc. Et ce qu'on voit donc ici, ce sont des activités qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Alors par exemple, l'aquaculture, le premier, euh, on peut le faire, vous voyez, autorisé dans les 3 premiers, donc dans tout ce qui est bleu et jaune, mais interdit ensuite, les petites croix là, dans toutes les autres. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des zones qui sont extrêmement protégées, donc une zone préservée ici, est strictement interdite, sauf pour faire de la recherche, pour les chercheurs, et seulement s'ils ont un permis. Oui, Voilà. voilà, Mais un touriste n'a pas le droit d'y aller, n'a pas le droit d'y plonger, on n'a pas le droit d'aller pêcher, rien du tout. Alors qu'à l'inverse, une zone d'exploitation générale ici, on peut faire du chalutage, hein. Donc le chalutage, qui sont quand même des techniques de pêche assez destructrices. Donc ça, c'est parce que les scientifiques ont regardé, ils ont étudié l'endroit, ce secteur-là, et ils se sont dit, voilà, tel endroit, on a des coraux qui sont importants, donc là, on ne va pas autoriser le chalutage, à tel endroit, on n'en a pas, donc là, on va le permettre, etc. Et c'est un processus qui se fait en négociation avec tous les acteurs, donc les pêcheurs, l'industrie, le gouvernement, etc., où on arrive à une carte comme ça et on va dire, voilà, ici, on va autoriser ça, ici, on ne va pas autoriser ça. Voilà. Donc en fait, c'est différent. On les retrouve sur la carte précédente pour peut-être préciser aux personnes, aux éditeurs, aux personnes qui regardent l'émission. Donc ces couleurs que vous avez sur le tableau qui vient de vous être présenté par Rodolphe de Villers, on les retrouve assez facilement sur la carte de la Grande Barrière de Corail. Et ça, c'est important de constater que en fait, eh bien, on voit bien cette articulation entre le nécessaire pour permettre
aux populations humaines de pouvoir avoir leurs activités et la nécessité. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça. Alors finalement, Rodolphe de Villers, là on avance, l'émission est déjà presque bientôt 25 minutes. Est-ce que ça fonctionne, ces aires marines protégées? Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme efficace? Alors, j'avais fait un peu une réponse de Normand là, dans l'introduction, dans la première causerie là, que je vais reprendre. Là, ça dépend. C'est malheureusement, souvent les scientifiques n'ont pas de. C'est oui et non. C'est pas blanc ou noir. Là, alors, là, j'ai passé un petit peu de temps pour vous montrer que les aires marines protégées, c'est pas toujours la même chose. Hein. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des fortement protégées, d'autres moins. Et c'est ça qui va faire en fait qu'elles vont être efficaces ou qu'elles vont pas être efficaces. Donc ça dépend. Il y a des aires marines protégées qui fonctionnent. Donc quand je dis ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a des études scientifiques qui ont été collectées des données biologiques à différents moments et qui ont vu vraiment qu'il y avait un effet que quand on était dans la réserve, en fait, c'était mieux que quand on était en dehors. Voilà. Pour des endroits similaires. Après, les raisons pour lesquelles ça fonctionne ont été identifiées. Donc il y a plusieurs raisons. Alors il y en a une, et là peut-être je pourrais passer rapidement, je vais vous montrer. Je vais vous demander juste de vous concentrer sur la légende ici. Hein. Ça, ce sont les critères, ce sont les raisons pourquoi une aire marine protégée peut fonctionner. Alors le premier, no take, ce sont des aires marines protégées où la protection est très forte et on n'a pas le droit d'extraire de ressources vivantes. Donc on n'a pas le droit, par exemple, de ramasser des coraux pour en faire des bijoux, on n'a pas le droit de pêcher des poissons, on n'a pas le droit de tout ça, d'extraire des, des herbiers. Donc on n'a rien le droit de sortir. Donc no take, ça veut dire rien ne peut être ramassé. Rien ne peut être prélevé, ramassé. C'est ça, pas de prélèvement. Le deuxième, enforced, donc là la figure est en anglais, ça veut dire qu'en fait il y a une surveillance qui est faite de l'espace maritime et que les règles sont bien appliquées. Parce qu'on a beaucoup d'aires marines protégées où en fait s'il n'y a pas de surveillance, les gens ils viennent pêcher, ils viennent ramasser des coraux, ils viennent ramasser les poissons et puis en fait ça fait rien du tout. Donc voilà, c'est la surveillance. Le troisième, c'est l'âge. En fait, c'est qu'on a réalisé que plus une aire marine protégée est vieille, plus elle fonctionne. Hein. Certain que quand on met un mécanisme de protection à un moment donné, ça prend quelques années pour que ça fonctionne. Donc dans 5 ans, ça sera mieux, dans 10 ans, ça sera encore mieux, etc. Ensuite, il y a la taille, large. Ça, c'est la taille de l'aire marine protégée. Donc si on fait une aire marine protégée de 200 mètres par 200 mètres, elle sera moins efficace que de 50 km par 50 km, la plupart du temps. Et ensuite, isolée. Voilà, donc ça c'est 5 critères qu'on sait qui fonctionne. Et en fait, ce schéma-là, qui est un schéma scientifique potentiellement barbant pour beaucoup de gens, là, mais ça montre en gros que ici en bas, vous avez le nombre de ces critères-là. Donc vous avez 5 critères et des fois, aucun est rencontré. Donc si vous avez des aires marines protégées qui rencontrent aucun critère ou un seul des critères ou 2 des critères, etc. Et ce qu'on voit, c'est que plus on rencontre ces critères-là, et plus ça fonctionne. Donc ici, c'est un peu est-ce que ça fonctionne, en gros. Donc plus on utilise de critères, c'est-à-dire qu'à droite, en fait, ce sont des aires marines protégées où on n'a pas le droit d'extraire, qui sont vraiment surveillées, qui sont grandes, qui sont vieilles, qui sont isolées, etc. Donc elles vont être ici, tandis que les autres, elles n'ont aucun de ces attributs-là. Donc c'est ça un petit peu les grandes lignes de l'efficacité, à savoir est-ce qu'une aire marine protégée va fonctionner ou pas. Ça va être un petit peu un ensemble de tous ces critères-là, mais ça va être très dépendant de l'écosystème auquel on s'intéresse. Voilà, on pourrait avoir tous ces éléments-là et que ça ne fonctionne pas pour une autre raison, etc. C'est ça. Après, il y a des particularités pour chaque aire marine. Alors, c'est quand même important de le souligner, c'est-à-dire que on voit sur les schémas que vous présentez que il y a un impact très très fort sur la biomasse, le fait de cumuler l'ensemble des éléments, l'ensemble des 5 critères. Par contre, j'ai une petite interrogation sur le schéma, sur les espèces, par exemple, sur le schéma 3, où là, on voit que finalement, alors il y a peut-être ce que vous disiez, une particularité, mais quand on associe les 5 facteurs, on redescend. À la limite, il vaut mieux en associer 4, d'après le schéma qu'on observe. Est-ce que ça, c'est... Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est en cours d'étude? Enfin, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors ça, cette étude-là a été publiée il y a une dizaine d'années, donc j'avais regardé la méthodologie, là je l'ai plus en mémoire, mais je dirais, faut pas. D'ailleurs, pas trop se... Ouais, d'ailleurs vous avez ici, ce sont des erreurs, des barres d'erreur, donc ça veut dire qu'en fait, on n'est pas forcément sur le point ici, mais on peut être un peu n'importe où sur la barre. Ah, d'accord. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les tendances générales, parce que ici, on pourrait très bien être dans la marge d'erreur.
Ça, c'était une étude, en fait, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est qu'ils ont analysé la littérature sur les aires marines protégées, donc la littérature scientifique. Donc il y a des scientifiques qui ont analysé des aires marines protégées spécifiques. Alors ça pourrait être celle de la Réunion, ça pourrait être celle à Madagascar. Et eux, les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes ces études-là et ils ont regardé un petit peu les traits communs et ils ont synthétisé ça. Donc après, dépendant de ce qu'ils ont utilisé dans leur synthèse, on peut avoir des effets qui sont un petit peu différents. Mais après, c'est ça. Ce qu'il faut regarder là-dessus, c'est vraiment les tendances. Les grandes tendances. Alors, en tous les cas, plus on associe les facteurs et plus finalement on arrive à avoir une efficacité de l'aire marine. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Je pense qu'il était important de préciser pour nos auditeurs effectivement ce petit point de détail sur le schéma, le dernier schéma, pour qu'ils comprennent bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion sur ces aires marines protégées? Comment est-ce qu'on pourrait peut-être aussi envisager leur développement? Alors, les aires marines protégées, c'est devenu très à la mode d'une certaine manière, parce que c'est dans tous les agendas politiques, etc. Et puis, on voit parfois ça comme la solution à tous les problèmes, hein. Alors, et on en parlera dans la prochaine causerie, justement, que les aires marines protégées, c'est un outil dans une boîte à outils, hein. Donc, ça ne résoudra pas tous les problèmes, ça n'arrêtera pas le déclin de la biodiversité marine, etc., en soi, mais c'est un élément très, très important. En anglais, on parle de pierre angulaire. Donc c'est un peu la pierre qui supporte l'édifice, là, c'est qu'on en a besoin, qu'elle soit là, qu'elle soit forte, qu'on ait des bonnes aires marines protégées en fondation pour après construire quelque chose de plus grand. Donc c'est ça, les aires marines protégées, c'est un outil qui est disponible, c'est un outil qui n'est pas parfait, c'est un outil qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, qu'il faut bien appliquer. Donc souvent, à cause justement des négociations qui se passent un petit peu avec les différents acteurs. On fait des aires marines protégées qui sont trop petites, on fait des aires marines protégées qui ne sont pas au bon endroit, on fait des aires marines protégées qui n'ont pas le niveau de protection qu'il faut et finalement on ne protège pas. Et c'est un petit peu le rôle du scientifique justement de mettre le doigt là-dessus, de dire au niveau des politiques, c'est bien, vous avez fait une aire marine protégée, mais ça ne sert à rien pour telle et telle raison. Et si vous voulez bien le faire, il faudrait changer ça, ça ou ça. Merci Rodolphe de Villers pour cette conclusion. Je crois qu'on a vraiment eu un panorama complet sur cette question des aires marines protégées. Rendez-vous pour une prochaine causerie où nous aborderons des questions que vous avez évoquées sur les objectifs internationaux de conservation marine. Donc rendez-vous pour une prochaine causerie très prochainement. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.